Messieurs, dames, bonjour, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio, Meeting au micro pour vous présenter les informations du jour. Tout d'abord, les principaux titres. Numéro 1, Burkina Faso compte les votes aujourd'hui pour les élections présidentielles. La Turquie convoque les envoyés européens, allemands et italiens pour sa candidature à la recherche de navires. Le gouvernement du Bangladesh demande aux responsables de la mosquée de propager un discours antiterroriste et antimilitantiste avant la prière du vendredi. Continuons avec les États-Unis où Donald Trump donne enfin le signal vert à son administration de procéder à la transition Biden. Dans la même veine, le président élu américain Joe Biden annonce aujourd'hui les chiffres clés de son cabinet. Passons à l'Inde. L'Inde et l'Union européenne tiennent un 6e cycle de consultation sur des questions de désarmement et de non-prolifération. Ensuite, le secrétaire aux affaires étrangères H.W. Shringla se rendra au Népal les 26 et 27 novembre. Ministre des Affaires étrangères, le Dr S. Jaishankar entreprendra une visite de 6 jours à Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis et aux Seychelles. Le ministre des Affaires étrangères informe les ambassadeurs de divers pays du complot des terroristes pakistanais pour mener une attaque à Jammu et Cachemire. Et en dernier lieu, le gouvernement prendra des mesures pour poursuivre l'élan des réformes économiques dans le pays, a dit la ministère des Finances, Madame Nirmala Sitharaman. Continuons avec notre journal et nous allons passer maintenant aux nouvelles en détail. La première nouvelle qui nous provient de Burkina Faso qui compte aujourd'hui les votes pour les élections présidentielles. Le dépouillement de vote est en cours au Burkina Faso après la clôture des urnes lors des élections présidentielles et législatives sur le fond de menaces de violence qui ont empêché certains partis du pays à voter. On dit que le président Roch Kaboré, qui est en lice pour 5 ans contre 12 autres candidats, était en tête dans 3 districts de vote. Les résultats préliminaires sont attendus dans les 2 prochains jours. Bien qu'aucun incident majeur n'ait été signalé, de menaces de violence ont empêché des centaines de milliers de personnes de voter dans les régions durement touchées du pays, surtout dans les régions du nord, du Sahel et de l'Est. Des groupes de l'armée liés à Al-Qaïda et à l'organisation terroriste qui s'appelle EIIL opère dans de vastes régions du Burkina Faso. L'année dernière, le conflit a tué quelques 2000 personnes au Burkina Faso. Plus d'1 million de Burkinabés ont été déplacés à cause des combats. Passons à notre deuxième nouvelle internationale. On va parler de la Turquie qui convoque les envoyés européens, allemands et italiens pour sa candidature à la recherche de navires. La Turquie a convoqué les envoyés à Ankara de l'Union européenne, de l'Allemagne et de l'Italie pour protester contre une tentative allemande de fouiller un navire commercial battant pavillon turc à destination de la Libye, selon le ministère des Affaires étrangères. Cette décision est intervenue lundi, quelques heures après qu'Ankara a accusé la marine allemande d'avoir mené une recherche non autorisée sur le cargo Roslin A. Il a déclaré que l'action de dimanche au sud-ouest de la péninsule grecque du Péloponnèse violait le droit international car aucune autorisation n'avait été accordée pour fouiller le navire dans les eaux internationales. La nouvelle suivante, messieurs, dames, le gouvernement du Bangladesh demande aux responsables de la mosquée de propager un discours antiterroriste et antimilitantiste avant la prière du vendredi. Et cela afin de sensibiliser davantage au terrorisme et au militantisme que le gouvernement du Bangladesh a demandé aux responsables de la mosquée, comme les imams et les muftis et d'autres chefs religieux, de propager des idées contre ces activités. Le ministère des Affaires religieuses du Bangladesh a publié une note circulaire demandant aux imams de toutes les mosquées de prononcer des discours antiterroristes avant la prière du vendredi. Cette note circulaire ordonne également aux responsables administratifs des districts
locaux et au département de la Fondation islamique d'organiser des réunions au niveau du district et aussi d'Uppsala. Uppsala, c'est-à-dire les circonscriptions. On s'intéresse aux États-Unis où les élections présidentielles ont fait couler beaucoup d'encre. On va parler de Trump qui donne enfin le signal vert, le feu vert à son administration pour procéder à la transition avec Joe Biden. Après des semaines de défis, le président américain Donald Trump a autorisé hier les responsables à procéder à une transition vers le président élu Joe Biden, donnant à son rival démocrate accès à des séances d'information et à un financement. Cependant, il a promis de persister dans ses efforts pour contester les résultats des élections. L'annonce est intervenue alors que l'administration des services généraux de l'agence fédérale a déclaré à Biden qu'il pouvait officiellement commencer le processus de transfert. L'agence fédérale approuve les transitions présidentielles. L'administration de la GSA, Emily Murphy, a déclaré dans une lettre que Biden aurait accès à des ressources qui lui avaient été refusées en raison des contestations judiciaires cherchant à annuler sa victoire. Hier, les responsables du Michigan ont certifié Biden comme le vainqueur dans leur État. Dans la même veine, le président américain Joe Biden annonce les chiffres de son cabinet. Voilà les chiffres clés. Le président élu américain Joe Biden a annoncé des chiffres clés pour son cabinet, choisissant Anthony Blinken, conseiller de longue date en politique étrangère, pour être son secrétaire d'État, et ancien diplomate en chef américain John Kerry en tant qu'envoyé spécial pour le climat. M. Biden a également nommé l'avocat d'origine cubaine Alejandro Mayorkas pour diriger le département de la sécurité intérieure qui supervisera l'immigration. Il a choisi Avril Haines, l'ancien directeur adjoint de la CIA, comme directeur du renseignement national, la première femme à occuper ce poste. M. Biden a également déclaré que la diplomate de longue date, Linda Thomas-Greenfield, serait nommée pour servir d'ambassadrice aux Nations Unies avec le statut de membre du cabinet. Jake Sullivan, qui était assistant de sécurité de M. Biden lorsqu'il était vice-président, a été nommé conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. On revient vers l'Inde et on s'intéressera aux pourparlers entre l'Inde et l'Union européenne qui ont tenu un 6e cycle de consultation sur les questions de désarmement et de non-prolifération. L'Inde et l'Union européenne ont tenu hier la 6e série de consultations sur les questions de désarmement et de non-prolifération dans un format virtuel. Les consultations ont porté sur des échanges et sur le développement dans le domaine du désarmement nucléaire, chimique, biologique et de la non-prolifération des armes classiques. Les discussions ont également porté sur des questions de sécurité de l'espace extra-atmosphérique, les régimes de contrôle des exportations, l'environnement de stabilité stratégique et d'autres faits nouveaux d'intérêt mutuel. Les consultations visent à améliorer la compréhension et l'appréciation mutuelle entre l'Inde et l'Union européenne sur les questions de sécurité internationale. Celles-ci font partie de la vaste architecture de dialogue avec l'Union européenne en tant que partenaire stratégique clé de l'Inde. En ce qui concerne la politique étrangère, le secrétaire aux affaires étrangères, Hetwi Shringla, se rendra au Népal les 26 et 27 novembre. Le secrétaire aux affaires étrangères, Harsh Vardhan Shringla, effectuera une visite officielle au Népal les 26 et 27 novembre 2020. Cette visite s'inscrit dans la tradition d'échanges réguliers de haut niveau entre les deux pays et la priorité que l'Inde attache à ses relations avec le Népal. Au cours de sa visite, le ministre des Affaires étrangères rencontrera son homologue et d'autres personnalités éminentes népalaises pour discuter de la vaste coopération bilatérale entre les deux nations. Le ministre des Affaires étrangères, le Dr Jaishankar, entreprendra une visite de 6 jours à Bahreïn, aux Émirats arabes unis et aux Seychelles. Le ministre des Affaires étrangères, M.S. Jaishankar, effectuera une visite à Bahreïn, aux Émirats arabes unis et aux Seychelles
à partir d'aujourd'hui. La visite du docteur Jaishankar sera sa première en tant que ministre des Affaires étrangères. Il présentera personnellement ses condoléances au nom du gouvernement et du peuple de l'Inde aux dirigeants bahreïnis pour la triste disparition du Premier ministre de son pays. Et la personne en question s'appelle le prince Khalifa bin Salman Al Khalifa. Et il a disparu le 11 de ce mois. Il tiendra également des entretiens sur des questions bilatérales ainsi que des questions régionales et internationales d'intérêt mutuel. Le Dr Jaishankar effectuera une prochaine visite aux Émirats Arabes Unis le 25 et ensuite le 26 novembre. Il doit rencontrer son homologue, le Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Les deux dirigeants feront progresser l'excellente coopération entre l'Inde et les Émirats Arabes Unis dans le cadre d'un partenariat stratégique et échangeront des points de vue sur diverses questions régionales et internationales. Il discutera des moyens pour les travailleurs indiens de reprendre leur emploi aux Émirats Arabes Unis dans le scénario post-Covid. Plus de 3 millions d'Indiens vivent et travaillent aux Émirats Arabes Unis. Lors de la dernière étape de sa tournée, le ministre se rendra aux Seychelles le 27 novembre pour une visite de 2 jours. Il fera appel au président nouvellement élu des Seychelles, Wavel Ramkalvan, et discutera des priorités du nouveau gouvernement et des moyens de renforcer davantage les relations bilatérales entre l'Inde et les Seychelles. Le ministre des Affaires étrangères informe les ambassadeurs de divers pays du complot des terroristes pakistanais pour mener une attaque à Jammu et Cachemire. Harshvardhan Shringla, le ministre des Affaires étrangères, a communiqué sur un groupe select de chefs de mission sur l'attentat terroriste prévu dans Nagrota, district au Jammu et Cachemire, et les conséquences de l'incident sur la sécurité, la diplomatie et la lutte contre le terrorisme. L'attaque terroriste a été déjouée le 19 de ce mois par les forces de sécurité. Les chefs de la mission ont reçu un dossier d'information détaillé indiquant les détails de l'incident. Il est apparu ainsi que la liste des articles et une munition qui ont été récupérées des terroristes indiquant clairement leur origine pakistanaise. Il a également été souligné que l'incident du 19 novembre faisait partie de la campagne de terreur en cours du Pakistan au Jammu et Cachemire et qu'en 2020 même, nous avons assisté à 200 incidents de violence terroriste et à la neutralisation de 199 terroristes. Et messieurs, dames, la dernière nouvelle d'aujourd'hui, le gouvernement prendra des mesures pour poursuivre l'élan des réformes économiques dans le pays. Déclaration de la ministre des Finances, Madame Nirmala Sitharaman. La ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré que le gouvernement prendrait davantage de mesures pour poursuivre l'élan des réformes économiques dans le pays. S'adressant à une conférence organisée en ligne, elle a déclaré que l'élan des réformes continuera de faire de l'Inde une plaque tournante de l'investissement mondial. Madame Sitharaman a déclaré que le Premier ministre Modi n'a perdu aucune occasion de procéder à des réformes profondes en cette période de pandémie. Elle a dit que le secteur financier est en cours de professionnalisation et que le gouvernement poursuivra son programme de désinvestissement et de privatisation. Au sujet des réformes du système fiscal, la ministre des Finances a déclaré que l'utilisation de la technologie a facilité largement le processus de déclaration de revenus. Au sujet de l'impôt sur les sociétés, Madame Sitharaman a déclaré que la réduction de l'impôt sur les sociétés montre clairement que notre intention est de montrer des avantages immédiats pour les multinationales et toutes les grandes entreprises aux petites entreprises. C'était le journal du service français de All India Radio. Manmeet Singh vous a présenté les nouvelles. Restez à notre écoute pour la suite. Le Pakistan se dirige à un blocage politique. Le commentaire présenté par Manmeet Singh. La semaine dernière, le Premier ministre pakistanais Imran Khan a annoncé l'interdiction des rassemblements politiques dans le pays entier de la part du Centre national de commandement et d'opération, ce qu'on appelle le NCOC.
la décrivant une nécessité afin de contenir la propagation de la deuxième vague du coronavirus. La Haute Cour d'Islamabad a également déclaré que dans l'éventualité d'une crise de coronavirus, la mise en œuvre des décisions du NCOC à l'égard de la Covid-19 était obligatoire et que des mesures judiciaires pourraient être entreprises contre les contrevenants. Cependant, la véritable raison derrière cette interdiction seraient les manifestations antigouvernementales prévues par la coalition de 11 partis d'opposition, le Mouvement démocratique populaire. Qualifiant l'interdiction du gouvernement de tactique pour contrecarrer les manifestations de l'opposition au nom de la pandémie, le PDM a refusé de céder et a organisé un grand rassemblement à Mansehra, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, et l'opposition est sur le point de lancer aujourd'hui une autre jalsa, un autre mot pour l'Assemblée, dans la bastion du PTI Peshawar, en dépit de refus de la permission par l'administration de la ville. Le PDM organiserait également un rassemblement à Larkana le 26 novembre, à Multan le 30 novembre et à Lahore le 13 décembre 2020. Depuis sa création en septembre, le PDM a fait une tumulte politique au Pakistan et a maintenu le gouvernement sur pied par ses manifestations antigouvernementales et anti-système. Et cela par le biais des jalsa, des assemblées. Nawaz Sharif a ouvertement nommé et humilié le chef de l'armée pakistanaise, le général Qamar Bajwa, pour son intervention dans les affaires politiques du pays. Par conséquent, une série de mesures a été prise par l'établissement pour sauver la face, annonçant par exemple que des affaires politiques devraient être discutées au Parlement et que les politiciens ne devraient pas s'adresser à l'armée leurs problèmes politiques. Le PDM a non seulement partagé la plateforme avec les dirigeants Baloutch et Pashtun, souvent considérés antinationaux pour avoir critiqué l'armée, mais a aussi parlé de leurs soucis. Maryam Nawaz a même franchi la ligne rouge de l'armée en évoquant le sujet de personnes disparues au Baloutchistan lors du rassemblement de Quetta, un sujet complètement tabou au Pakistan. Le gouvernement du PTI a fait de nombreux efforts pour briser la coalition du PDM. Les rumeurs circulaient selon lesquelles les deux partis principaux de l'opposition, PMLN et PPP, ne sont pas sur la même longueur d'onde et peuvent se distancier du PDM. Lors d'un rassemblement à Manesra, Maryam Nawaz a déclaré que le PDM est déterminé à poursuivre ses luttes. Elle a souligné que Nawaz Sharif retournera au Pakistan et deviendra le Premier ministre du pays pour la 4e fois, indiquant que l'opposition est catégorique pour augmenter la pression sur le gouvernement dans les prochains jours. Entre-temps, le gouvernement d'Imran Khan continue à promouvoir le terrorisme transfrontalier. Les forces de sécurité indiennes ont déjoué une attaque de type Pulwama à Nagrota au Jammu et Cachemire par le groupe terroriste Jaish-e-Mohammed. 4 terroristes pakistanais appartenant au Jaish-e-Mohammed ont été tués lors de l'opération. Une grande quantité d'armes et de munitions ayant les marques pakistanais a été récupérée par les agences indiennes. L'Inde a fait passer ses vives préoccupations. Le chargé d'affaires du Pakistan a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères de l'Inde et une vive protestation a été déposée contre la tentative d'attaque qui a été empêchée par la vigilance des forces de sécurité indiennes. Il a été demandé au Pakistan de renoncer à sa politique de soutenir les terroristes et de détruire l'infrastructure exploitée par les groupes terroristes afin de mener des attaques dans d'autres pays. Le Pakistan connaît une économie faible et une inflation du prix des produits de base communs et a forcé les gens à sortir dans les rues qui coïncident avec les manifestations du PDM. Au lieu de trouver une solution aux défis domestiques, le gouvernement du PTI est occupé à combattre le chef de parti politique de l'opposition et en même temps à encourager les activités terroristes à l'autre côté de la frontière. Le PDM se prépare à suivre son programme de rassemblement et a déjà lancé un appel pour une longue marche vers l'Islamabad en janvier l'année prochaine dans le but de demander la démission du Premier ministre Imran Khan. Pour le moment, le Pakistan se dirige à un blocage politique. Les cas de coronavirus sont aussi en train d'augmenter dans le pays
Il reste à voir comment réagira l'établissement militaire pour sortir de cette impasse. L'armée pakistanaise romprait-elle à son vœu de ne pas intervenir dans les affaires politiques du pays? On ne peut pas mettre à l'écart cette possibilité. Commentaire présenté par Manmeet Singh, traduction faite par Alok Pathak, le texte du Dr Zainab Akhtar, analyste sur le Pakistan.